Allez, c'est la 88e édition de la revue de la semaine. Et la précédente, la 87e, vous avez été 230 000 à la regarder. Alors nous avons la banane. Antoine qui filme et moi qui parle, parce que, enfin, on est deux, hein, plus une caméra. Et vous êtes 230 000, ce qui prouve que ça doit quand même être un peu intéressant ce qu'on fait. Donc ça nous donne du courage. Pour la suite, c'est pareil, un petit coup de pouce bleu pour nous faire monter dans les tendances. Et si vous découvrez et que vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Donc pourquoi se priver? Voilà, allez, le générique. Je vais revenir sur quelques épisodes de la semaine parce que l'actualité officielle, celle qui passe sur les grands médias conventionnels, de l'officialité, c'est pas toujours à la pointe de ce qui se passe qui nous intéresse nous. On a eu cette semaine, il faut bien le dire, le 19 mars, une belle mobilisation dans les milieux, notamment de l'enseignement. Alors c'est d'autant plus frappant, si vous voulez, que quand la loi est passée ici, parce qu'il y a une loi qui est passée ici, et je suis sûr que les trois quarts de ceux qui m'écoutent ne sont pas au courant qu'il y en a une qui est passée ici, à l'Assemblée nationale, en fait, l'habileté du pouvoir et de ces tireurs, des snipers, ça a été de déclencher un débat sur un sujet qui n'existait pas. C'est-à-dire, on s'est mis à parler de transformer tout dans l'école, le collège, le lycée, etc. Ils ont inventé un lycée pour les riches par région, enfin bref. D'accord, vraiment un texte de loi affreux. Et de quoi on a parlé pendant les 2 jours ou 3 jours où est passé le cœur du texte, hein, d'une sordide histoire, est-ce qu'on allait mettre le drapeau et les paroles de la Marseillaise dans la salle de classe, et comme ça on a agité le bon peuple avec un sujet qui n'existe pas, pendant que le sujet qui existe, bah lui on n'en parlait pas. Donc je suis un peu chagrin parce que ensuite on a eu cette fameuse soirée à l'Assemblée nationale. Quand je dis soirée, ça a marqué, je crois que j'ai bien fait ce que j'ai fait, parce que il était 6h15 du matin, c'est le moment de l'explication de vote. Alors, en plus, je croyais qu'il me restait 11 minutes, parce que quand c'est le temps programmé, c'est du sabir, du jargon de parlementaire, hein, il y a une durée maximum des débats, et pom, on le pose dans le calendrier, et ça rentre dedans, point final. Bon, quand c'est ce type de figure, il se trouve que moi, j'ai 1 heure de temps de parole pour moi tout seul, parce que je suis le président du groupe, et je ne peux pas donner mon temps de parole à d'autres. Alors, il y a le temps de parole du groupe, plus le mien. Je m'étais mis 11 petites minutes de côté pour essayer de récapituler toute la loi, quoi, comme on le fait dans une explication de vote. Voilà, 6h15 du matin. Et au moment où je vais à la tribune, pensant avoir 11 minutes, le président dit « Ah non, non, le règlement, c'est 5 minutes pour les explications de vote. » Bon, d'accord, autant pour moi. Et donc, il a fallu vite regrouper mes idées. Hein. Mais c'est surtout que j'ai commencé par protester. Bon, et puis... Antoine Léaumont a pensé que c'était un bon sujet, que c'était bien pour illustrer dans quelle décadence parlementaire on est, quoi. Parce que franchement, c'est un truc de mariole de se réunir jusqu'à 6h du matin. Alors il faut voir les sujets qui passent, vous tombez par terre. Hein. Alors telle heure, c'est la discrimination. À 4h, c'est comment les petites entreprises vont se financer. À 4h15, c'est quels vont être les tarifs d'EDF. Enfin, c'est absolument incroyable. Et tout ça, vous imaginez déjà que vous êtes l'opposant, donc vous savez que votre chance de convaincre est assez faible, parce que vous avez des robots à côté de vous, là, de La République En Marche, qui sont préprogrammés comme un piano mécanique. Ils lèvent la main en cadence, vous appuyez sur les boutons. Bon, mais alors en plus, quand c'est à des heures pareilles, moi je mets au défi quelqu'un de mener un débat sérieux et argumenté sur des sujets pareils, à des heures pareilles. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est pas la peine de faire semblant et de dire parce qu'on est parlementaire. Alors, après, il y a les anti-parlementaires de service. Alors, ceux-là, ils sont pas mal. Si vous voulez. Pour démoraliser tout le monde, il n'y a pas au-dessus. Ils passent derrière et disent « Ouais, comment ça se fait ? Il n'y avait que 40 parlementaires dans la salle. » Non, mais attendez, vous pensez réellement qu'il fallait qu'on soit tous dans la salle pour participer à cette mascarade? Mais quand bien même, ce ne serait pas une mascarade. Il faut que vous admettiez qu'on fait d'autres choses aussi en même temps, ou des fois... tout simplement dans notre calendrier, être parlementaire, c'est pas être juste dans la salle, à assister à des débats sur des sujets des fois auxquels vous connaissez rien, parce que vous n'êtes pas préparé et que c'est les collègues qui se préparent. Bon, puis nous s'ajoute le fait qu'on est 17. Hein, la France Insoumise, c'est 17 parlementaires. La République En Marche, 315. Donc eux, ils sont de garde 1 fois tous les mois et demi, nous tous les 3 jours. Tous les 3 jours, là, avec la secrétaire générale du groupe, Clémence Guettet, on doit organiser ça, que tout le monde soit là. Des fois, il reste un ou une camarade. Aujourd'hui, on est vendredi.
Vendredi, tout le monde, ceux qui sont en province, rentrent dans leur province, sauf moi qui suis cloué ici, donc je ne peux pas aller à Marseille. Et puis, vous avez vu l'actualité pour laquelle je ne peux pas aller à Marseille. Et puis, les autres, bah, ils ont aussi une circonscription. Qu'est-ce que vous diriez alors, hein? Vous croyez que je ne le sais pas? Les gens me disent « Ah non, vous ne voyez jamais ». Je dis « Non, c'est moi qui vous vois jamais, parce que quand j'y suis, vous n'y êtes pas ». Mais voilà, il faut arrêter avec l'anti-parlementarisme basiste. Comment ça se fait? Ils ne sont pas nombreux. Ben d'accord, ils ne sont pas nombreux parce qu'ils font autre chose. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Hein. On était quand même 7 cette nuit-là sur 17, d'accord? Et ben, je suis très fier de mon groupe. On a fait le boulot. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ont réagi les gens. Parce que finalement, il a eu le nez creux, Léo Mans, parce que cette petite vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues. C'est-à-dire que ça s'est répandu de partout. Et les gens ont découvert avec stupeur qu'on pouvait encore être là à 6h15 du matin. Alors là, comme j'ai râlé après les anti-parlementaires, je vais quand même dire merci aux amis, parce qu'il y a plein de gens qui ont envoyé des petits messages gentils ici au Standard et puis au groupe en disant bravo, c'est bien, vous tenez le coup, bon, voilà. Alors en ce moment, c'est un peu la même aventure que pour la loi éducation, passe la loi santé, une affaire énorme, je n'essaye même pas de vous la résumer en quelques mots, mais qui est une réorganisation générale du système de santé. Vous n'en avez pas un seul écho. Alors il faut dire que dans l'hémicycle, c'est au Toubib réuni, hein. On ne va pas leur en vouloir, mais enfin les médecins de chaque groupe sont là et puis défendent quand même beaucoup ce qui est la vision moyenne de la médecine libérale. Bon, alors nous, dans l'hémicycle, on a Caroline Fiat, et puis de temps à autre, il y en a un qui vient l'épauler, mais c'est Caroline qui fait tout le boulot. Alors, nous, on se marre parce que c'est une aide-soignante, Caroline, donc les autres, c'est des grands patrons qui sont en face de quelqu'un qui, elle, est une praticienne, qui fait tout le boulot qu'eux ne font pas. Alors j'aime vous dire qu'il file doux, hein, à intervalles réguliers. Puis comme c'est une militante politique, elle a une vision d'ensemble. Donc alors les autres sont scotchés, ils se disent, parce qu'ils sont comme ça dans la caste et dans les hautes sphères, ils pensent toujours que les autres ne savent pas, peuvent pas comprendre, et tout ça. Voilà, bon. Donc cette loi, elle passe, et vraiment, moi, j'ai de la peine de voir que on n'arrive pas à rendre le débat intéressant. Bon, c'est comme ça, mais de toute façon, la lutte va continuer, parce que les gens qui travaillent dans le secteur de la santé, eux, ils savent que c'est la catastrophe qui est en marche, hein, c'est pas autre chose. Hein. Bon, alors pourquoi je vous ai parlé aussi de ça, c'est le coup du mépris. Alors je ne sais pas si vous avez pu voir le président Macron qui passait à la télé pour expliquer sur le Brexit, oui, ben voilà, ces gens-là, ils ont décidé ce qu'ils ont décidé, parce qu'ils étaient mal informés, parce qu'ils n'ont pas compris, enfin le coup habituel. Hein, nous autres, les grands chefs, on sait tout, et le peuple, quand on lui demande son avis, il se trompe parce qu'on le dupe. Bon. Donc lui, il dit, bah maintenant, en gros, la seule manière pour les Anglais de trouver une solution avec le reste des Européens, bah, c'est capitulation sans condition, vous faites comme si le peuple n'avait pas voté. Mais je trouve qu'il y a une tradition démocratique en Angleterre qui fait que c'est pas possible. Hein. En France, si, on peut, on vote non, et puis ceux qui dirigent disent, ah bon, on a très bien compris, c'est oui. Hein. Bon, voilà, ils font comme ça. Mais en Angleterre, non. Ils procèdent avec plus de respect du vote populaire. Alors, le président Macron, donc, il est allé faire tout ce numéro. Après aussi, évidemment, il y a bien d'autres questions. J'en parlerai une autre fois, des problèmes de nos relations avec la Chine, le continent européen et le bouleversement de l'ordre géopolitique du monde. Mais ce qui m'intéresse dans le président Macron, à cette étape, c'est quand même l'inconséquence absolue de ses décisions. Je viens sur cette question de l'utilisation de l'armée dans le dispositif du maintien de l'ordre des week-ends. Alors évidemment, en ce moment, à l'heure à laquelle je parle, donc, comme ça va avancer, j'espère que ça va changer positivement, ils essayent de rétro-pédaler, les gouvernants, parce qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont dit une bêtise plus grosse qu'eux et pris une décision absurde, dangereuse, aventurière. De gens qui passent leur temps à nous jeter des pierres à nous en disant que nous sommes des violents, des exagérés, des agressifs. Mais enfin, regardez où on en est rendu. Vous vous rappelez quand le philosophe Luc Ferry avait dit qu'il fallait faire intervenir l'armée, ben on y est. Au début, tout le monde a hurlé en disant ce type, c'est pas de quoi il parle. Mais le président de la République sait de quoi il parle, et ils ont décidé d'utiliser l'armée. Alors aujourd'hui, ils sont en train de dire, oui, Mélenchon exagère, il cherche à faire peur. Non, 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 c'est pas moi qui cherche à faire peur, c'est eux. Et ils le font d'une manière stupide. Parce que l'armée, ça n'a rien, c'est un métier. J'espère que tout le monde l'a bien compris en y réfléchissant. C'est un métier. La police, c'est un autre métier. On ne mélange pas les deux. Quand on mélange les deux, on a un résultat pitoyable. Et en particulier, quand on demande à l'armée d'y avoir des tâches de maintien de l'ordre. L'armée, c'est pas son travail. L'armée, elle sait faire deux choses, attaquer ou fuir.
Je dis ça sans aucune moquerie. Hein. C'est parce que c'est la règle de la guerre. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre en guerre, hein? Vous pouvez tenir une position, mais ça vous coûte cher et ça coûte cher aux autres, et vous pouvez ou attaquer ou fuir. Voilà. Et clairement, ça n'a rien à voir avec du maintien de l'ordre. Donc quand vous décidez que vous mettez l'armée, ils disent pour protéger des bâtiments, mais ils le faisaient déjà. Pourquoi? C'est eux qui ont voulu dramatiser en disant « nous allons mettre sentinelle ». Mais alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles mettre sentinelle en première ligne est une idiotie totale. De gens qui comprennent rien à l'histoire de France, qui ne savent pas ce qu'est la vie de ce peuple. Premièrement, l'armée, c'est une institution particulière. C'est l'armée de tout le peuple, de tout le monde. Avant, il y avait la conscription, d'accord? C'est-à-dire que tout le monde y allait à l'armée. Et l'armée, c'est celle de la République. C'est pourquoi on a pu dire et répéter le devoir des militaires, c'est de servir et d'obéir. C'est De Gaulle qui a dit ça, d'accord? C'est leur devoir, c'est ça leur truc. Et dans leur contrat, c'est les seuls fonctionnaires qui ont une clause extraordinaire. C'est qu'ils peuvent faire le sacrifice de leur vie par ordre et pour la patrie. Donc ça n'a rien à voir avec aucun autre métier de cette nature. C'est dans le contrat. Hein. Je ne dis pas que c'est les seuls qui meurent, il y a bien des gens qui meurent au travail. Mais là, eux savent que ça fait partie de l'activité. Donc on ne joue pas avec ça. On ne le traite pas comme ça à la légère. Tiens, j'en mets un là, j'en mets un autre là. Pourquoi? Regardez. Ceux qui font sentinelle, ils ont une mission. Moi, je ne suis pas trop d'accord pour qu'on mette des militaires dans les rues pour faire face, même éventuellement, à des terroristes. Je pense que les policiers sont armés et ils savent comment faire. Avoir mis des militaires dans les rues, c'est les avoir transformés en cibles. Bon, mais mettons même encore ça de côté. Et puis, je vous demande ce que ça donne si Sentinelle se met dans la rue et qu'on a un problème si quelqu'un, un jour, tire sur une synagogue, une mosquée, ou qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tirer avec leurs armes de guerre. Mais je mets ça de côté, je l'oublie. Le dispositif Sentinelle, il existe pour faire face aux terroristes. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait le consentement populaire. C'est-à-dire que quand on les voit, on dit « Ah, bah, ils sont là pour nous, ils nous protègent, on passe devant eux, on leur dit « Bonjour messieurs, madame, bon courage », on dit un mot aimable, parce qu'on sait que leur boulot, il n'est pas marrant, qu'ils ont une fonction dissuasive, et puis que si jamais ils ont à aller au combat, bah, ça sera à mort, quoi. Donc le peuple français, spontanément, a de la sympathie pour les militaires. Souvent, ce sont des hommes ou des femmes jeunes. En plus, ça crée de la sympathie ou de la connivence. Donc ça, c'est bien. Si vous les transformez en cible, c'est-à-dire que vous dites c'est eux qui vont maintenir l'ordre face aux manifestants, c'est plus du tout le même rapport qu'on a avec l'armée. C'est que des tas de gens vont les voir comme des adversaires, ou que sais-je encore. Hein. Donc c'est une première erreur pour la stabilité du dispositif Sentinelle. La deuxième erreur, c'est que vous mettez un militaire de garde, même devant un bâtiment public. Bon, la logique veut que personne aille là. Vous voyez un bâtiment public, déjà vous dites qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Vous manifestez sur une place ou dans une rue. Mais vous avez toujours des gens qui se répandent un peu partout. On a déjà vu ça dans les autres samedis, donc il y a du monde partout. Donc vous mettez tout le pays à la merci d'un provocateur ou d'une provocatrice. C'est-à-dire il suffit que quelqu'un arrive là et face aux militaires de Sentinelle, ce que certains essayent de faire aux policiers, ce qui, par parenthèse, est pas bien malin et ne doit pas être approuvé. Leur jeter des boules ou des choses comme ça. Bon, le policier, c'est une technique, il connaît tout ça, il a un bouclier, bon, il y a quand même des blessés, hein, il y a quand même 1000 blessés dans la police, ça c'est pas acceptable. Bon, qu'est-ce qui se passe si le militaire qui est là est agressé? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Il n'a rien pour se défendre, se protéger ou empêcher l'agression. Il n'a que son arme. Donc, le général qui commande l'armée à Paris, le gouverneur militaire de Paris, c'est son titre, a dit « Ils peuvent être conduits à tirer ». Je vous lis sa déclaration. « Les militaires pourront aller jusqu'à l'ouverture du feu si leur vie est menacée ou celle des personnes qu'ils défendent. » Vous imaginez le gars ou la fille qui est là, le copain d'à côté ou la copine d'à côté s'est effondré parce qu'un imbécile leur a jeté quelque chose dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez comment est-ce qu'il va faire? Il va se défendre, il va tirer, il y a un risque. Donc c'est absurde, parce que si ça se produisait, ça nous fait basculer dans autre chose. C'est les régimes autoritaires qui utilisent l'armée pour faire face à des manifestations populaires de gens désarmés, je tiens à le rappeler. Alors, voilà, on met tout ça à la merci d'une seule décision, d'un seul provocateur. Et là-dessus, le président Macron dit ah non, 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 les militaires seront comme d'habitude et ils seront là pour défendre des bâtiments publics. Il a perdu une occasion de se taire. De défendre des bâtiments publics, oui. Contre qui? C'est toute la question est là.
Les militaires sont là pour empêcher que des terroristes ou des agents de l'ennemi quelconque s'en prennent aux bâtiments publics, pas pour empêcher les gens de manifester devant. D'ailleurs, quand il y a un ministère où il y a une manifestation de prévue, on ne met pas des militaires devant, on met des policiers, c'est normal, c'est leur métier. Vous voyez à quel point tout ça montre une espèce de légèreté, de désinvolture. Ils ont voulu faire peur, ils ont voulu faire très peur, quand le gouverneur militaire a dit on pourra ouvrir le feu, et maintenant ils réalisent que ce qu'ils ont décidé est absurde et stupide, et fait une espèce d'escalade dans la vie du pays, dont personne ne veut, hein. En tout cas moi j'en veux pas. Et ça m'amène à nouveau à vous parler de stratégie révolutionnaire, parce que la France insoumise, sa stratégie révolutionnaire, c'est le changement de république, le passage de la 5e à la 6e, en changeant la hiérarchie des normes, notamment, en changeant l'ordre constitutionnel, et en changeant, comment dire, les priorités dans les choix de l'État et de l'argent public et de la part du privé, etc. Bon, vous savez toutes ces choses. Mais pour nous, ça passe par le vote, par les bulletins de vote et par la masse, le nombre, le très grand nombre. J'ai envie de vous dire que c'est presque aussi vieux que l'histoire de notre famille idéologique. On a toujours été pour ça. C'est exceptionnellement qu'ont été inventés sur la base d'une expérience, celle de la Russie de 1917, une autre doctrine, hein, qui est celle du coup de force. Mais moi, j'ai jamais été pour ça. Ça n'a jamais marché nulle part. Même la révolution cubaine, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont venus me faire la leçon en me disant « Oui, mais la révolution cubaine, oui, mais peut-être bien, mais la révolution cubaine, elle a lieu le jour où il y a une grève générale, les gars, faudrait pas oublier ça. C'est-à-dire où le grand nombre s'y est mis. On ne peut pas faire un changement qui soit valable autrement que sur la base du très grand nombre. » On m'a dit « Mais regarde, si on va... » Un jeune camarade me dit « Mais on n'a qu'à aller à l'Élysée. » Je lui dis « Bon, très bien, on va à l'Élysée, et après ? Et après, qu'on y reste de force, c'est ça ? Mais ça ne peut pas être notre plan, ça. Donc, notre stratégie à nous, c'est d'empêcher que la bataille dégénère, parce que dès qu'elle dégénère ou qu'elle tourne à la violence, les gens se taillent. La base sur laquelle vous recrutez baisse, d'ailleurs ça n'a pas traîné. Tout ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, ça a sans doute radicalisé, et ça a plu, c'est comme ça, à un nombre de gens auxquels je ne m'attendais pas. Je préfère le dire franchement, mais je ne suis quand même pas d'accord avec cette façon de faire là, parce que ça réduit la base sur laquelle vous pouvez faire des mobilisations et la participation populaire de masse à un processus politique. Notre clé, c'est la participation populaire de masse. Moi, mon modèle, c'est ce qui se passe en Algérie. C'est comme fait le peuple algérien. Ils descendent, la banane, les blagues, mais en même temps la détermination. Hein, une détermination totale, et tout le monde est là. Ça, c'est la bonne stratégie. Et à la fin, c'est pour réclamer quelque chose qui est le pouvoir collectif. Et évidemment, pour nous, cette stratégie-là, elle débouche sur la convocation d'une assemblée citoyenne constituante. Voilà. Hein? Comme ça, avec ça, il n'y a pas de bataille rangée, et on n'a pas intérêt à ce que ça dégénère. Je veux le dire clairement, on n'a pas intérêt à ce que ça dégénère. On n'a pas intérêt à un pays dans lequel un quelconque militaire aurait tiré un jour sur une personne, d'accord, et on n'a pas intérêt à ce que se crée dans l'esprit des gens que l'armée n'a rien à voir avec le peuple, et même aussi la haine. Ça, c'est pas notre conception de l'armée républicaine. Hein. Pour ceux que ça intéresse vraiment, vous n'avez qu'à lire le bouquin de Jean Jaurès, L'Armée nouvelle, et vous verrez comment le camp des Républicains, jusqu'au bout, a toujours formulé la question de la place de l'armée par rapport à la nation. Alors, moi, je suis dans cette tradition-là. Et je redis aux militaires, alors bon, quand ça va être diffusé, ne tirez pas. Parce que le code de la défense vous permet de refuser un ordre indigne, à supposer que quelqu'un veuille vous en donner un de cette nature. Mais vous savez bien que dans le feu de la situation, si j'ose dire, personne donne d'ordre. Ça se trouve comme ça, quoi. C'est un enchaînement de circonstances. Alors, je vous le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'article 22-1. Alors, c'est dit très clairement, hein. Tiens, je vais vous lire le précédent, parce que, après tout, c'est pas une conférence de presse, je suis obligé de cavaler comme un fou. Article L. 41-11-1. L'armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. Il n'y a écrit nulle part maintien de l'ordre là-dedans. Sa mission, non, c'est pas écrit. Ça ne fait pas partie des missions de l'armée, le maintien de l'ordre. Et après, vous avez l'article 41-22-1 qui dit « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs ». Alors moi, je ne change rien à cette doctrine. Hein.
les militaires doivent obéir, et d'ailleurs ils le font, et leurs supérieurs sont des civils. À la fin, c'est le président de la République, c'est l'Assemblée nationale qui prend les décisions. Mais ensuite, tout ce qui est du niveau opérationnel, on le confie aux gens qui savent faire, c'est-à-dire les militaires professionnels qui sont là. Et il est dit, ils doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Donc ils rendent des comptes sur ce qu'ils font. Mais aussitôt dans le texte, point, ça passe à la ligne et ça dit « toutefois ». Vous entendez les gens ? Toutefois, c'est pour dire, il y a une nuance dans le devoir d'obéissance. Il ne peut leur être ordonné, et ils ne peuvent, alors on n'a pas le droit de leur donner des ordres de cette nature, et ils ne peuvent accomplir. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de leur donner un ordre, et même si on leur donne, ils ne peuvent pas accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. Ça ne peut pas être plus clair. Dans les conventions internationales que la France a signées, dans la coutume de la guerre, qui est celle des Français, pardon, c'est un peu horrible, les coutumes de la guerre, mais enfin c'est comme ça. Vous savez qu'il y a un code qui organise tout ça. Ça paraît bizarre, parce que pour beaucoup de gens, la guerre c'est un crime collectif. D'ailleurs, les militaires eux-mêmes vous diront ça. Il y a un code de la guerre. Voilà. Il y a des règles, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. C'est notamment là-dedans, par exemple, qu'on dit on n'utilise pas de gaz. On peut dire, non, on ne fait pas la guerre, c'est mieux. D'accord, peut-être bien, mais quand on l'a fait, on n'utilise pas de gaz. C'est pour vous dire donc, les militaires sont appelés, alors on ne peut leur ordonner, et ils ne peuvent accomplir. Ils ne peuvent accomplir, faire, ils ne doivent pas le faire. Ça, c'est dans le code de la défense. Il faut prendre ça très au sérieux. La France, c'est pas une start-up où on vire les chefs de rayon, comme ils l'ont fait à la police, et puis on utilise l'armée comme ça, tiens, on va les mettre devant les bâtiments et tout ça. Non, non, non. Le lien entre l'armée et la nation, c'est un bien précieux. Ça doit être cultivé, travaillé gentiment, doucement, bien. Et en général, les Français, ils comprennent bien ça, ce lien-là. Donc on ne l'aventure pas dans des expériences aussi stupides que celle-là. Et il faut prendre toutes ces questions au sérieux. Alors évidemment, à partir du moment où j'ai commencé à dire c'est de trop, alors là, pas du tout, Mélenchon cherche à faire peur. Vous rigolez, non? C'est vous qui cherchez à faire peur, monsieur Macron. C'est vous qui avez dit qu'on mettait des militaires partout. Et alors après, voilà les deux benets, deux services, le ministre de la Défense, la ministre de la Défense, et le ministre des Affaires étrangères. On ne voit pas très bien celui-là pourquoi il s'en mêle, mais quand même, il a un avis sur la question. Il dit, ils ne seront nulle part au contact, ils garderont des bâtiments publics. Pardon, comment on fait pour garder des bâtiments publics sans être au contact d'un éventuel assaillant? Ça n'existe pas. Donc ces gens-là font n'importe quoi. Ils ne contrôlent pas. Ils ne savent pas vivre ce qu'est une démocratie. Dans une démocratie, la liberté, c'est d'abord la liberté de celui qui n'est pas d'accord. Parce que la liberté du gars qui est d'accord, ça c'est très facile à obtenir. Mais c'est la liberté de celui qui n'est pas d'accord. Et c'est l'organisation de cette chose délicate entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord, le vote et la manifestation, c'est ça l'art de gouverner. Gouverner, c'est de la politique. C'est pas commander, c'est convaincre. Des fois, il faut commander. Mais il faut d'abord convaincre. Il faut convaincre le plus possible. C'est une règle de démocratie. Et on n'aventure pas les circonstances publiques. On ne joue pas avec l'État. On ne s'amuse pas à engager l'armée quand il n'y a pas besoin, ou à faire les gros costauds de service. Oui, ils ont mis des militaires partout, avant de se rendre compte 48 heures après que c'est une bêtise grosse comme eux, et qui peuvent provoquer une catastrophe. Vous imaginez, la France, elle est déjà montrée du doigt à l'ONU. Vous imaginez ce que ça donne dans le monde? Qu'on dise c'est les militaires qui maintiennent l'ordre en France, comme si on était je ne sais quelle république bananière. Qu'est-ce que ça veut dire, cette façon de faire? Alors maintenant, ils peuvent toujours protester, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est dire l'armée ne sera pas utilisée, point final. Vous aviez qu'à trouver une autre idée au départ. Parce que des militaires devant des bâtiments publics, il y en a, et pour des bonnes raisons. C'est qu'en effet, il y a la crainte d'actes terroristes. Des militaires devant des synagogues, il y en a, devant des mosquées, devant des églises. C'est la décision qui a été prise, et ils savent pourquoi ils sont là, et ce qu'ils ont à faire, dans le cas où ils seraient assaillis. Et c'est d'ailleurs pourquoi personne ne les embête. Des Français bienveillants qui sont là, ils diront, ils sont là pour nous, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est très important, c'est mon devoir de président d'un groupe parlementaire d'opposition que de faire des rappels à l'ordre comme ça. De leur dire, non, là vous allez trop loin. Là. Ça sert à ça aussi une opposition, monsieur Macron, figurez-vous. On n'est pas là juste pour vous embêter, on est là parce que c'est ça la démocratie. Et c'est notre devoir de sonner l'alerte. D'autant que, comme j'ai des oreilles partout, je sais que les militaires, on ne leur a pas demandé leur avis.
Le chef d'état-major des armées n'était pas au courant. Le gouverneur militaire de Paris non plus. Alors après, ils courent tous derrière pour essayer de rhabiller la chose. Alors voilà, maintenant je vais changer de sujet, mais ce que je voulais vous dire, avec leur manière de sauvage et de brute, à force de brutaliser l'appareil d'État de partout, l'appareil d'État, c'est pas l'administration d'une entreprise, où en effet, c'est marqué dans le contrat de travail, on est subordonné. L'État, bien sûr qu'il faut servir et obéir, mais c'est une machine plus complexe. Il faut aussi que les fonctionnaires se sentent respectés, donc on arrête de les insulter tout le temps. Il faut que les formes de la relation soient respectées. Avoir viré le général de Villiers comme un malpropre, moi je ne connais pas le général de Villiers, j'ai l'impression qu'on n'est pas du même bord politique, mais je ne lui demanderai jamais ce qu'il pense, hein, parce qu'aux militaires on ne leur demande pas. Normalement ils sont à tout le monde. Donc, mais quand même, cette méthode de brute qui a consisté à l'humilier devant tout le monde pour le foutre dehors, il n'y avait pas besoin d'en faire autant, à mon avis. Mais alors maintenant, c'est partout qu'ils font ça. Hein, ils convoquent les gens comme si c'était des chefs de rayon, et alors ils ont décapité toute la police. 8 jours avant une manif importante, et déjà à la veille. Ils font des bêtises. Ils déstabilisent l'État. Vous croyez qu'il suffit de claquer dans les doigts pour trouver des gens qui viennent et qui prennent au pied levé la relève de ceux qui s'y trouvaient avant et qui savent comment on fait marcher la machine de l'État? Donc ça va mal tourner. Déjà, c'est un règlement de compte à hockey choral. Hein. Ils commencent à sortir les photos et tout ça. Bon. Et puis, à donner à Mediapart des infos sur celui-ci, celle-là, vous allez voir. Parce que là, ça va déferler. Hein. Si vous croyez qu'ils ont décapité toute la police et qu'il n'y aura pas de réplique, c'est que vraiment vous êtes très innocent et que vous ne savez pas très bien comment ça se passe, tout ça. Hein. Bon, voilà. C'est des êtres humains comme les autres, quoi. Voilà, les gens. Moi, je suis inquiet, j'aime pas ça. J'aime pas comme ça, quand ça monte, ça monte. En parole, c'est une chose, la polémique, elle peut être violente, mais il y a des règles d'institution. Si on considère que ces règles n'existent plus, alors il n'y a plus rien qui existe. Quand je dis une fois, ma personne est sacrée, alors évidemment, j'aurais me fait de me taire parce que j'ai misé sur le fait que tout le monde connaissait l'histoire. Bon, bah non. C'est parce que comme député, depuis 492 avant notre ère, le tribun, à l'époque c'est le député du peuple, sa personne était inviolable. De la même manière, quand je dis à un gendarme « la République, c'est moi », c'est un rappel de ce que je viens de vous lire. Vous n'avez pas appliqué des ordres indignes, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous n'avez pas appliqué ça. Vous comprenez? Alors, j'ai sans doute eu tort, hein. Il aurait mieux valu rien dire et attendre tranquillement, faire attention et pas me laisser filmer par la caméra de Quotidien qui a été ensuite donné toutes ces images à la police et au juge pour bien m'attraper, hein, parce que Quotidien, c'est les auxiliaires de police ordinaires maintenant. Hein. La caméra est là. Et ils écoutent derrière, en plus. Faites attention les gens, hein. Derrière ils écoutent aussi. Bon bref, je ne veux pas remâcher cette histoire-là, mais on ne peut pas faire fonctionner un grand pays sans respecter certaines règles de relation des uns avec les autres. Non, les militaires ne sont pas des soldats de plomb. On ne les déplace pas d'un endroit à l'autre. Leur personne est sacrée à nos yeux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils nous défendent tous. Vous pouvez dire, mais c'est pas vrai, c'est des guerres impérialistes, peut-être tout ce que vous voulez. D'accord. Mais en attendant, ils sont là parce qu'on leur a demandé d'être là. Et quand on leur donne des ordres, ils obéissent à ces ordres. Et donc ça mérite le respect. Hein, on n'est pas une grande nation si on fait pas comme ça. Donc respecter les militaires, c'est pas les utiliser à des choses qui ne font pas partie de leur métier. Hein, c'est pas de leur demander de prendre parti entre le pouvoir politique et le peuple, parce que c'est quand même ça le sujet aujourd'hui. C'est une controverse politique entre les uns et les autres. Et les manifestants ne menacent pas l'ordre républicain. D'accord? Ce n'est pas vrai, c'est une invention de M. Macron et de M. Castaner, hein, cet aigle, de dire que ce sont des factieux, comme ils disent. Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? Les gens manifestent parce qu'ils ne sont pas d'accord. D'accord, il y a eu des excès ici, là, d'accord. Et alors? Alors quoi? Il faut que tout le monde se taise, se mette en rang? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les gens, c'est une situation qui n'est pas bonne. Vous devez faire un effort. J'espère que les gens se mobilisent. C'est le nombre qui fait la décision dans ce genre de situation. Toujours le nombre. Si vous êtes très, très, très nombreux, tout se calme. Là, on va poster la revue de la semaine avant le week-end, donc il y a une partie qui sera un peu dépassée, et après le week-end, si vous l'écoutez. Mais moi, je vous demande, laissez pas faire les provocations violentes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, moi. C'est les méthodes pacifiques, quoi, pour dissuader, dire non, attends, fais pas ça. Hein. C'est pas bon, les méthodes violentes, parce que c'est l'escalade, et nous, on perd tout le temps après. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vais pas être plus long. Hein. Voilà.
Un petit coup de pouce bleu, un abonnement si ça vous plaît. À bientôt.